va apporter une synthèse avec Didier Samuel. Juste un des grands principes, on s'est dit si on avait à noter à côté d'égalité, liberté, égalité, fraternité, une phrase, un apophthegme sur les frontons de l'espace éthique, quel serait-il? Et en fin de compte, on s'est rendu compte à travers les années qu'il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique. Et donc ça revient, j'allais dire, à la méthodologie scientifique. Et je me rappelle quand il y avait la réflexion sur la charte d'éthique de l'ANRS, il y avait un certain nombre de cliniciens qui disaient oui, avec toutes ces règles éthiques, on ne va plus pouvoir faire de la recherche. Et en fin de compte, l'acceptabilité de la recherche et même la qualité de la recherche tenait, comme ça a été très bien dit, à la démarche scientifique qui doit être rigoureuse. C'est aussi toute la responsabilité des comités de protection des personnes que d'instruire cette dimension qui est inhérente à leur responsabilité éthique. Didier, je sais que ça va être difficile. En général, pendant 10 minutes, la synthèse, c'est très difficile. Tant de choses ont été dites. Mais qu'est-ce que tu retiens particulièrement de tout ce qui a été échangé ? Tout d'abord, merci Emmanuel pour cette invitation et puis merci pour avoir organisé ce colloque qui est d'une puissance assez rare. À titre personnel, je dois dire que la belle-sœur de mon père avait connu Mengele, avait été dans ses griffes à Auschwitz et elle était ressortie en pensant ne jamais avoir d'enfant. Et 20 ans après, elle avait eu un enfant et ce qu'elle avait considéré comme un miracle. Personnellement, je voudrais peut-être avant de conclure dire quelques remarques quand même sur ce qui a été présenté et dit. C'est pour moi, Mengele, ses consorts sont vraiment la honte de la médecine. Pour moi, ils ont parjuré le serment d'Hippocrate et je me demande même si on devrait les considérer comme des médecins. Ils ont dévoyé la science, ils ont dévoyé la médecine, principalement pour moi en considérant que la fin justifiait les moyens, quelles que soient les souffrances infligées aux patients, qui en fait n'étaient pas des patients, qui étaient ici des prisonniers. Et d'autre part, on a dit que c'était pour certains des médecins excellents. Je me permets d'en douter. Je trouve que j'avais lu quelques expériences qui, pour certaines, relevaient plus du sadisme que de la science. Et je pense que certains ont profité du pouvoir qui leur était donné sur les autres, de ce pouvoir nuisible de sentir qu'on a une puissance, même de vie ou de mort, sur quelqu'un, pour en profiter et révéler la noirceur de leur âme et leur côté obscur. Et donc, pour moi, certains et beaucoup sont sortis de la médecine et de ce qu'est un médecin et de ce qu'est la science. Et d'ailleurs, de ces fameuses études, je pense qu'il n'en est strictement rien ressorti au plan scientifique, parce que ça n'avait rien de scientifique. Alors maintenant, je dirais, on a parlé un peu du serment d'Hippocrate. J'étais à une thèse il y a quelques jours de médecine, et vous savez que tous les docteurs en médecine jurent, quand ils ont eu, avant de se faire décerner leur diplôme de docteur en médecine, un serment d'Hippocrate, parfois modifié. Alors parfois, ça paraît un peu désuet, mais en le réécoutant, je me dis, ça serait bien quand même de le réécouter de temps en temps. Et parce que dans le serment d'Hippocrate, il y a des choses importantes qui sont dites. Et je me dis parfois, c'est... et pour paraphraser, pour approcher d'un sujet que connaît bien Jean-François, qui est la vaccination, je dirais que des injections de rappel sont parfois nécessaires. Donc, et c'est à tout le monde. Je crois que de ce qui a été dit dans le code de Nuremberg et en fait dans ce procès des médecins dont a été issu ce code et ces éléments de jugement, en fait, il y a des éléments qui je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit à l'instant par des personnes qui connaissent beaucoup mieux l'éthique que moi, mais je dirais que pour être aussi un universitaire, un chercheur, un clinicien, il y a quelques points qui me paraissent quand même fondamentaux, et ça a été dit, l'information donnée aux personnes qui participent à des recherches,
le consentement après avoir donné l'information et la qualité de l'information qui est donnée, parce que l'information, comme ça a été dit, quand on donne un document de 30 pages, ou la façon dont on présente une étude ou une recherche, on peut emporter l'adhésion de la personne de façon biaisée. Et donc, ces deux éléments me paraissent absolument fondamentaux dans les, je crois, les 10 mesures qui ont été sorties dans ce code de Nuremberg, dans les 10 recommandations. Donc, le consentement et l'information. Et puis aussi, pour les avoir relus ou lus, la possibilité pour le patient d'arrêter l'étude à tout moment, et la possibilité aussi pour l'investigateur de l'arrêter s'il le juge nécessaire. Je dirais ces 4 éléments me paraissent absolument fondamentaux dans la bonne conduite d'une étude. Alors, je dirais que aussi, il y a plein de garde-fous qui ont été mis en place depuis cette date, et ça a été dit par Hervé et Jean-François à l'instant, qui sont de plus en plus importants. Parfois, peut-être un peu trop, dans certains cas. On peut se demander si la masse de documents que l'on a ne bride pas la recherche. Je pense que le plus important, c'est de garder en mémoire et surtout de ne pas perdre de vue l'objectif de l'étude. Et toujours de se poser la question si cette étude, elle répond à des questions majeures, essentielles, mais surtout éthiques. Et parce qu'on peut conduire une étude de façon tout à fait dans les normes, et beaucoup d'études randomisées, par exemple, sont très très bien construites, mais parfois on se demande est-ce que le groupe contrôle a vraiment été bien informé. Et donc le masque de l'étude est parfait, mais le fond de l'étude est vicié. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais je dirais que, et on peut voir en parallèle que je fais de la transplantation 2 fois, entre autres, et la transplantation d'organes n'a jamais été, qui est une grande avancée de la médecine, n'a jamais été mise face à la non-transplantation dans une étude randomisée. Et certaines grandes avancées de la médecine se sont faites en dehors d'études randomisées parce qu'il faut savoir aussi parfois voir l'évidence. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors, je voudrais aussi dire un élément qui est ressorti. Tu l'as dit à un moment, malgré ces garde-fous, on voit encore des dérives, et on en voit. Oui, et je pense que c'est un message qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que les dérives sont toujours possibles et sont toujours présentes. Dans mon domaine, il y a encore en Chine, il y a encore des prélèvements d'organes qui sont faits sur des condamnés à mort. Il y a des chirurgiens qui, pour des raisons financières, prélèvent des organes pour les greffer. Pas en France, mais ça existe. Et donc je pense qu'il y a toujours possibilité pour des médecins, des chirurgiens de sortir des clous et de sortir des rails. Et je crois que c'est extrêmement important et de revenir au fait que ici on part d'Auschwitz qui maintenant date de longtemps, avec beaucoup de générations qui ne connaissent pas, qui ne savent presque plus ce que c'est, qui sont loin de la Shoah. Et quand on se connaît l'histoire, on sait que les choses viennent par cycle, et rien n'empêchera que ça recommence. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille, nous, et là je parle aussi en tant que doyen, à la préservation de la mémoire auprès des étudiants, à l'incorporation de l'éthique dans les études, et puis aussi qu'on réfléchisse dans le cadre des médecins après leur sortie d'études, après leur sortie et leur diplomation, qu'on réfléchisse aussi à ce qu'ils puissent de temps en temps être remis dans l'essence même de leur métier, parce que dans le métier, il y a des éléments qui interviennent comme la carrière, l'ambition, l'argent, qui sont le pouvoir, qui sont des facteurs, la politique, et on l'a dit dans le concept de dictature, certains peuvent
s'arroger des pouvoirs qu'ils n'imaginaient pas, et pour éviter justement de sortir des rails et de sortir des clous. Et enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-François sur le rôle des associations de patients. Pour l'avoir connu, c'est Jean-François qui l'a vraiment mis en place pour le VIH, mais aussi pour les hépatites. Moi, je travaille sur les hépatites virales, et j'ai découvert ça à l'ANRS, et c'était une surprise. Et je dois dire que c'est quelque chose qui est important pour temps, je dirais, recaler le médecin. Et ça, c'est un point. Et donc, je voudrais finir pour dire que ce colloque est vraiment impressionnant par ce qui a été montré. Parce que vous avez tous dit, Bruno, sur l'analyse et le livre que tu en as fait, par Michel Simès, et également le travail qu'il a fait sur ces médecins et ce qu'il montre dans ce film, parce que vous avez dit sur l'éthique. Et je crois que Emmanuel, par le travail que tu fais sur l'éthique, et je pense qu'il doit être continué. Et clairement, nous devons protéger les générations futures de ce qui a été fait dans le passé. Voilà. Merci Didier.